La mer des Caraïbes, en cette matinée saturée d'humidité et de silence pesant, semblait dissimuler bien plus que de sombres vagues. Là, hors de portée de tout satellite commercial et suffisamment éloigné pour que les radars civils ne captent qu'un bruit lointain, deux pays prétendant s'opposer sur le plan des principes allaient s'affronter dans un contexte bien plus concret. Métal, poudre à canon, interprétation juridique et pulsions humaines. C'est dans ce contexte que le Venezuela prit la décision qui allait bouleverser instantanément l'équilibre local et révéler une fragilité qu'il s'efforçait, depuis des années, de dissimuler à ses propres alliés. Les gardes-côtes américains effectuaient une mission d'interception maritime de routine, enquêtant sur des itinéraires de contrebande présumés et surveillant les navires irréguliers traversant l'arc maritime entre Trinité et Tobago, le Venezuela, Aruba et Porto Rico. Pour Washington, l'objectif était clair: stopper le flux de stupéfiants, tester les réseaux d'influence et maintenir une présence constante dans ce qu'ils appellent leur zone maritime stratégique. Pour Caracas, en revanche, cette présence était perçue comme une provocation, et les semaines précédentes avaient déjà été marquées par des discours incendiaires, des déclarations agressives et des démonstrations de force qui s'étaient enchaînées dans une spirale prévisible et dangereuse. Lorsque les capteurs du patrouilleur américain ont détecté un navire vénézuélien s'approchant à grande vitesse, rien n'a semblé anormal. Ce type d'activité est quotidien dans les Caraïbes et se termine généralement par de simples vérifications de distance ou des avertissements radio. Mais cette nuit-là, quelque chose clochait. Le navire bolivarien maintenait une vitesse inhabituelle, naviguait, feu de recherche éteint, et sa trajectoire laissait présager une interception délibérée. Du côté américain, la réaction fut immédiate mais maîtrisée. L'éclairage intérieur fut réduit, les positions d'observation renforcées, et le commandant ordonna de tenter de contacter le navire vénézuélien par les canaux d'urgence internationaux. Aucune réponse. Sur les écrans du CIC, Centre d'information de combat, improvisé, bien qu'il ne s'agisse que d'un navire des gardes-côtes, il appliquait des protocoles rigoureux. Le navire vénézuélien semblait sursauter à chaque mise à jour radar, comme si chaque seconde rapprochait les deux camps d'une inévitable confrontation diplomatique. Les enregistrements montrent que le premier message américain était courtois, presque protocolaire. Navire vénézuélien, indiquez vos intentions et modifiez votre cap. La réponse vénézuélienne fut sèche, agressive et d'une clarté inquiétante. Navire étranger, vous vous trouvez dans les eaux sous juridiction de la République bolivarienne du Venezuela. Éloignez-vous immédiatement. Le problème, c'est que cela était faux. Les Américains se trouvaient en eau internationale, un détail qui, pour Washington, met fin à toute discussion. Pour Caracas, en revanche, le discours était différent, d'anciens différends maritimes, des querelles politiques internes et le besoin constant de réaffirmer la souveraineté conféraient à cet avertissement une tonalité plus idéologique que technique. Mais, comme c'est souvent le cas dans l'histoire, les tensions idéologiques se transforment en décisions opérationnelles, et les décisions opérationnelles, prises sous le coup de l'adrénaline, ont souvent des conséquences que personne ne souhaite affronter de front. L'approche se poursuivit. L'équipage américain, désormais équipé de jumelles de vision nocturne et de caméras à longue portée, observa la silhouette sombre du patrouilleur vénézuélien fendant les vagues. Ses mouvements étaient calculés, mais nerveux. De brèves accélérations, de petites corrections brusques au gouvernail, comme si le navire lui-même était manœuvré par des mains anxieuses. Des rapports ultérieurs indiqueraient qu'une partie de l'équipage vénézuélien recevait des ordres directs d'un officier politique à bord, une pratique inhabituelle, mais pas sans précédent pour des forces désireuses d'imposer leur idéologie au détriment de l'expérience navale conventionnelle. C'est dans ce climat que l'inévitable se produisit. Sans avertissement, sans tir de sommation verticale et sans autre communication, le navire vénézuélien ouvrit le feu. Des rafales de munitions de petit calibre, suffisantes pour causer de sérieux dégâts aux capteurs, aux antennes et aux membres d'équipage exposés, traversèrent l'air et frappèrent la coque américaine. Il ne s'agissait pas de tirs dirigés vers le haut, mais de tirs précis, dans une intention manifeste d'intimidation. L'équipage du cutter entendit le bruit sec des projectiles raclant les plaques de métal,
provoquant des étincelles et des ricochets dangereux. Il n'y eut aucun blessé, mais l'interprétation de cet acte ne faisait aucun doute. C'était une agression armée. La politique de riposte américaine est on ne peut plus claire. Tout tir contre ses forces armées, y compris les gardes-côtes, déclenche automatiquement un protocole qui relève le niveau de hostilité active. À bord du navire, les alarmes retentirent. Les membres d'équipage se précipitèrent à leur poste de combat. Les armes automatiques furent armées, les capteurs repositionnés. Malgré cela, le commandant américain ordonna le confinement. Il savait qu'une riposte immédiate provoquerait un incident qui dépasserait toute limite diplomatique. Mais à cet instant précis, quelque chose de plus grave était déjà en marche, et le Venezuela n'avait pas encore pris conscience de la gravité de son erreur. Ce que Caracas ignorait, c'est que le cutter n'était pas seul. À quelques kilomètres de là, naviguant discrètement, avec une signature radar réduite et un silence électromagnétique quasi absolu, un destroyer de la classe Harley Burke surveillait l'opération. Pour les Américains, cette configuration était classique. Utiliser un navire plus petit comme appât de surveillance, tandis qu'un destroyer de guerre maintenait une couverture invisible, prêt à réagir à toute escalade. Pour les Vénézuéliens, en revanche, cette présence était totalement inconnue. Et c'est précisément cette ignorance qui a scellé leur erreur stratégique. Au coup de feu, le destroyer rompit le silence. Ses radars SPI, capables de suivre des missiles à des centaines de kilomètres, se tournèrent vers le navire attaquant. Ces systèmes d'armes furent mis en alerte. L'hélicoptère MH-60R, stationné dans le hangar, reçut immédiatement l'ordre de faire chauffer ses moteurs. Il ne s'agissait pas d'une démonstration de force, mais d'une véritable procédure défensive, suivant un protocole strict de riposte aux attaques contre les forces américaines. En quelques minutes, le paysage marin changea du tout au tout. Un gigantesque silo flottant d'acier et de technologie apparut à l'horizon, éclairé seulement par la faible lueur de l'aube. Le navire vénézuélien, jusque-là persuadé de n'avoir affaire qu'à un patrouilleur de taille moyenne, se retrouva face à un destroyer capable de lancer des missiles de croisière, d'abattre des avions et de neutraliser des cibles navales avec une précision chirurgicale. Le commandant vénézuélien tenta de battre en retraite, mais il était trop tard pour une retraite qui ne sonnerait pas comme une défaite. L'hélicoptère américain décolla, décrivant une courbe de vol ample et contrôlée avant d'effectuer une approche tactique vers le hors-bord bolivarien. Son projecteur inonda l'embarcation ennemie d'une lumière blanche intense. L'équipage vénézuélien se recroquevilla instinctivement. Les haut-parleurs diffusèrent des ordres sans équivoque. Couper les moteurs, ranger les armes, rester visibles et immobiles. Des données ultérieures révélèrent qu'à ce moment précis, la chaîne de commandement vénézuélienne sombra dans une panique silencieuse. Elle savait que l'enregistrement aérien serait rendu public et que toute tentative de nier ou de manipuler les faits serait anéantie par les images haute définition capturées par de multiples capteurs américains. À partir de ce moment, l'incident cessa d'être militaire et devint politique. Washington enregistra officiellement l'attaque. Les images thermiques des tirs furent archivées. L'audio des communications agressives vénézuéliennes fut enregistré. Un rapport complet fut transmis au département d'État avant même que l'hélicoptère ne se pose à nouveau sur le destroyer. Pendant ce temps, Caracas tenta de modifier sa version des faits. Elle affirma que les tirs étaient des avertissements, que le navire américain entrait dans ses eaux territoriales et que des manœuvres dangereuses justifièrent la riposte. Aucune de ces versions ne résista aux preuves présentées par les États-Unis. L'impact diplomatique fut immédiat. Les alliés traditionnels du Venezuela optèrent pour un silence stratégique. Les pays neutres critiquèrent l'usage disproportionné de la force. Les organisations internationales exigèrent des éclaircissements. Les médias du monde entier diffusèrent des extraits de l'incident. Quant au gouvernement américain, il exploita chaque seconde de cette médiatisation pour renforcer sa présence dans les Caraïbes, justifier de nouvelles patrouilles, étendre ses accords avec les îles voisines et consolider son rôle de puissance régulante dans la région. L'incident a également révélé ce que les analystes soupçonnaient, mais qu'ils avaient rarement eu l'occasion de démontrer avec une telle clarté: les limites opérationnelles des forces navales vénézuéliennes. Problèmes de communication interne, manque de coordination avec les centres côtiers,
Dépendance aux agendas politiques et difficultés d'interprétation des protocoles maritimes internationaux ont été mises en évidence aux yeux de tout expert. Et, plus grave encore, le manque de conscience de la situation, ignorer que le destroyer Harley Burke se trouvait à quelques kilomètres seulement, a révélé qu'une rhétorique agressive dissimulait une vulnérabilité structurelle. Finalement, l'épisode n'a pas dégénéré en guerre. Aucun navire n'a été coulé et aucune vie n'a été perdue. Mais la dimension politique fut profonde. Le Venezuela a subi un important préjudice international. Les États-Unis ont obtenu une justification juridique et morale pour étendre leur action dans la région. Et surtout, cet incident a brutalement rappelé le prix des décisions prises sous le coup de l'idéologie et sans analyse stratégique approfondie. Le Venezuela a ouvert le feu, et ce faisant, a ouvert des portes qu'il aurait peut-être préféré garder fermées. Tandis qu'il tente de réécrire l'histoire, la question gênante qui résonne dans les couloirs politiques de la région demeure. La fusillade de ce matin-là était-elle une erreur de jugement, un acte de désespoir, ou un geste symbolique qui a complètement dégénéré? Chaque pays donnera sa propre réponse. La mer, cependant, a déjà enregistré la version définitive.